Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Top on reprend, le podcast d'ingé pour les ingés et par les ingés. Aujourd'hui, je reçois David Baer, un ami de classe. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, David. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je suis David Baer et je suis actuellement ingénieur en CAO, principalement 2D mise en plan, en sous-traitance pour un grand fabricant d'hélicoptères. Super, bah merci David. Tout de suite, on lance l'intro, c'est parti. Avec David. Alors, alors David, bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je m'installe bien, ça y est. Bon là c'est un petit peu le premier podcast, donc ça va être un petit peu du live, c'est un petit peu brouillon, mais on va mettre tout ça en place. Putain, mec, c'est le premier podcast, ça va être super fou. Bon, et je suis content que ça soit toi mon premier invité, ça me fait Ouais, grave plaisir. si ça Alors, me touche que euh, d'être le premier. putain, du coup, on va commencer tranquillement, on va parler un petit peu de ton métier. Donc tu nous as présenté ton métier, tu m'as dit que tu étais ingénieur CAO, mise en plan 2D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc tu m'as dit que tu travaillais pour quelle société? Je travaille en sous-traitance pour Airbus Hélicoptère. Ok, ça marche. Euh, Donc ça envoie du lourd quand même déjà. ouais, non, ouais. Ok. Et je suis dans un bureau d'études en structure et équipement, donc sur les hélicoptères, installation d'équipements sur les hélicoptères. Et moi, je suis responsable d'un appareil, de toute la liasse, donc tous les plans d'un appareil chez ce sous-traitant. D'accord. Et donc là concrètement, en gros, c'est quoi tes tâches exactes sur ce genre de choses? Tu touches directement à la modélisation, tu fais de la mise en plan en recevant directement les modèles 3D. Comment ça se passe exactement? Alors, il y a plusieurs cas de figure qui passent déjà par le fait qu'on traite des plans de plusieurs générations. Donc la CAO, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et quand on a des appareils qui ont été conçus dans les années 80, la CAO n'est pas toujours présente. Donc parfois, c'est de la modification de plans déjà existants, qui existent déjà en 2D. Et des fois, il y a des nouveaux plans, même souvent, il y a des nouveaux plans où là, on fait la CAO. Donc, ça va de la fabrication de pièces en CAO, ça peut être de la tôlerie, ça peut être des pièces usinées, et aussi beaucoup d'assemblage, en fait, de récupération de l'existant, hein, parce qu'on ne va pas reconcevoir des choses qui existent déjà. Donc, récupération de l'existant et implantation sur notre installation. On peut récupérer aussi des 3D déjà faits de la partie donc d'un autre service qui est souvent chez nous, mais la plupart du temps c'est nous qui le faisons ouais, de A à Z. Et mon livrable à la fin, c'est un plan 2D. D'accord, ok. Avec quel type d'équipe tu travailles exactement? Tu travailles tout seul sur tout ça ou est-ce que tu as des gens qui bossent avec toi? Comment tu découpes cette tâche? Alors, je fais partie d'un bureau d'études de 40 personnes qui se divise un peu en deux parties, donc une partie études et une partie liasse, mise en plan. Donc, je fais partie de cette deuxième partie. Et au sein de cette équipe, il y a des squads en fonction des appareils. Donc, enfin, voilà, différents hélicoptères. Moi, je suis responsable d'une squad et donc je peux suivre 2 à 3 dessinateurs en général. Euh, je m'assure de la partie suivi technique et bien s'assurer que les demandes clients soient appliquées. Le contrôle qualité à la fin, avant de livrer, et toutes les relations clients entre les deux, quoi. Ok, je pense que en gros on a compris à peu près ce que tu faisais, on a cerné à peu près ce que tu faisais. Moi j'ai une question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu décrirais dans les grandes lignes le monde de l'ingénierie aujourd'hui en industrie et ce que c'est que d'être un ingénieur? Alors, bon, mon avis, voilà, je travaille pas depuis très longtemps dans l'ingénierie, donc mon avis est peut-être assez peu mature. En tout cas, il sera amené à évoluer. Il a déjà évolué pas mal, mais il sera encore amené à évoluer. En plus, j'ai travaillé que en sous-traitance, donc c'est pareil, c'est un point de vue qui peut s'avérer un peu étriqué. Ce que j'en ressors actuellement, en tout cas dans le monde de la sous-traitance, c'est que malheureusement, c'est beaucoup géré par l'argent, hein. Euh, on n'a pas forcément de place en tant que personne, toujours. Excuse-moi, je me suis perdu dans la question. Tu peux... Ouais, y a pas de souci. C'était pas une question facile. En gros, ce que je te demandais, c'est dans les grandes lignes, comment est-ce que tu résumerais ce que c'est qu'être ingénieur? Comment est-ce que tu décrirais le monde de l'ingénierie en industrie? Voilà, en gros, par exemple, imaginons là, tout de suite, là, il y a un lycéen qui nous écoute, qui se demande, tiens, je serais bien ingénieur, mais je sais pas trop ce que c'est. Comment tu lui décrirais ça, en fait? Parce que derrière le mot ingénieur, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que, enfin, ce qui me dérange pas, mais ce qui m'intrigue, c'est que ingénieur, en fait, tu peux mettre tellement de choses derrière.
un titre tellement générique. Tu peux être ingénieur en tout et n'importe quoi aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qui décrit exactement un ingénieur pour toi? Comment est-ce qu'on insère ce poste en fait dans l'industrie? À quoi il sert réellement en fait? Dans les Euh, grandes lignes, hein, je te demande pas une ouais, ouais. définition. Pour moi, un ingénieur, ça doit être quelqu'un de polyvalent, très curieux. Donc quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui sait s'adapter. Ça, c'est les deux choses pour moi les plus importantes pour un ingénieur. Quand tu pars de là, après, tu peux faire beaucoup de choses. Il faut un minimum de base, de culture, et tu peux faire beaucoup de choses. Là, moi, je travaille dans l'aéronautique. Le monde de l'aéronautique, c'est quelque chose de très vaste. Donc, comme tu l'as dit, c'est très difficile de définir l'ingénieur. Je dirais que c'est voilà, c'est quelqu'un qui a peu de connaissances sur beaucoup de choses et qui sert de charnière un peu entre le technique et la partie projet, en fait, la partie gestion et le client surtout aussi. Donc Ouais, la ok. partie projet, la partie gestion de planning, tout ça, et le client. Moi, j'aurais dit un truc dans le genre, j'aurais dit c'est ce qu'il y a entre le technicien et le physicien, quoi. On n'est pas expert en sciences, on a les bases, mais on n'est pas non plus technicien, on n'est pas à la réalisation technique directement. On Ah fait à la non, fois du management et à la fois de la conception, mais en drivant des équipes techniques qui vont réaliser les prototypes concrets et en même temps on a besoin d'experts. On n'est pas expert normalement en tout, en physique, etc. Souvent c'est ça aussi le problème qui peut poser, enfin c'est ce qui peut poser problème en industrie. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que tu as un sujet très spécifique dans l'industrie, tu as besoin de créer un produit, tu as une problématique physique derrière, et comme on est ingénieur, on a des notions, mais on n'a pas l'expertise euh, entière. Et en fait, on va bloquer à ce niveau-là. Et c'est là où l'entreprise, elle doit aller chercher des experts pour travailler en équipe avec l'ingénieur. Ça, on en reparlera après. non, Euh, la notion. Ouais. Bon, on en reparlera après. Je sais pas du tout là-dessus. mais du coup, voilà, en gros, pour resituer tout ça, en gros, l'idée c'était de savoir un peu pour toi comment tu définissais l'ingénieur. Donc, tu m'as décrit des qualités. Donc, tu m'as dit curieux, adaptable, en gros, quelqu'un de flexible, avec une base solide au niveau scientifique et culturel. Parce que un ingénieur, c'est pas non plus qu'un scientifique. Il y a aussi d'autres types de Ouais, bien cultures sûr. à avoir. Il y a de l'humain aussi derrière, puisque l'ingénieur est souvent amené à piloter des équipes techniques ou à faire du management. Alors, il y aura un autre sujet aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'ingénieur n'est pas en train de se transformer en manager 2.0 et on fait plus que du management. euh, Ça dépend à quel niveau, j'ai envie de dire. C'est le parcours pour moi, qui est tracé en tout cas pour un ingénieur, qui n'est pas forcément le bon, en tout cas pour moi, je pense. Mais t'as raison sur ce point. Moi, je sais que toi et moi, on partage un point, c'est un commun, c'est que on a un amour de la technique quand même qui subsiste, même après nos études, etc. On a voulu garder cette part de technique dans notre métier. Chose où il y a vraiment deux voies d'ingénieur, je trouve. Quand tu sors d'école, t'as les mecs qui vont directement aller faire du management de projet ou ce genre de choses directement en sortie d'école, et t'en as d'autres qui vont vraiment rester dans la partie technique et qui vont être les éminences grises un petit peu des entreprises. Moi, je trouve ça dommage après avoir fait près de 5 ans de physique, de maths, de programmation, d'utilisation de tous ces magnifiques outils qu'on a, ces outils scientifiques, de tout abandonner comme ça et de juste faire de la gestion de projet. J'adore la gestion de projet, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais moi j'aime bien garder C'est aussi. Ouais. sûr. Ouais, ouais. Après, ça pose, je trouve, ça pose la question des cursus aussi scolaires, ce genre de choses, parce que on a vu beaucoup de choses, effectivement, autant en technique qu'en gestion de projet, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus adaptatif en fait à ce niveau-là. Euh, faire plus de technique parce que j'ai du bagage qui me manque et faire moins d'optimisation, de choses auxquelles je ne veux pas avouer ma carrière, quoi. Alors ça c'est grave intéressant ce que tu viens de me dire. C'est pas un sujet que j'avais préparé pour ça, mais en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai eu le même sentiment que toi quand je suis arrivé en industrie. J'avais eu l'impression qu'il me manquait certains bagages techniques. Là encore, récemment, j'ai dû passer des entretiens et on m'a fait remarquer qu'il me manquait des bagages techniques au niveau de la programmation, par exemple, parce que moi je suis ingénieur système embarqué de formation. Et je trouve que en fait, l'école t'apprend pas tout. On te donne parce qu'ils ont pas le temps. On n'a pas le temps en 5 ans de tout voir, certainement pas. On essaye, on fait notre maximum.
Après, ça peut être amélioré, bien sûr, mais il manque un bagage technique. Et je pense que c'est aussi au rôle de l'entreprise derrière de te former. C'est au rôle de l'entreprise de Ouais, te former, ouais, mais, mais là, il va y avoir un problème au niveau du recrutement. On en reparlera après dans la partie recrutement, on y reviendra. Mais pour moi, il y a une grosse erreur bon, c'est un sujet qui revient souvent et que je vois souvent passer sur LinkedIn, mais le mouton à 5 pattes, quoi. Les mecs, ils te cherchent directement un ingénieur qui sort d'école avec 5 ans d'expérience, alors qu'il sort d'école, et qui est déjà capable de mener un projet de programmation ou de CAO comme ça, tout seul. Non, c'est pas possible. ouais, L'entreprise, oui, elle doit bien aussi sûr. investir dans le candidat, quoi. Ouais, c'est certain. Je le vois aussi au quotidien parce que je fais aussi partie un peu de la partie recrutement. Je fais de la formation pour les nouveaux arrivants sur mon périmètre. Et c'est vrai que cette question-là, les attentes qu'on me demande du côté de la hiérarchie par rapport à la personne que je fasse, il y a souvent un gros décalage, en tout cas sur les personnes sorties d'école, quoi. Carrément. Du coup, ça, je te propose qu'on en reparle dans la partie recrutement. Bon là, comme j'avais dit, c'est décousu, mais c'est normal, c'est le premier podcast, on est intelligent, on va s'améliorer avec le temps. Du coup là, on était dans la partie métier, donc je t'ai demandé un petit peu succinctement de parler de ton métier, donc ça on l'a fait. Ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter vite fait ton parcours? Parce que ça, on n'a pas évoqué. Ça fait combien de temps que tu bosses dans l'industrie? T'es passé par quoi, etc. Alors, j'ai un parcours qui est pas tout à fait commode. Enfin, ceci dit, en ce moment, avec suite de crise Covid, des parcours commodes, il y en a pas beaucoup. Tu parles à Euh, moi là. J'ai commencé à c'est lancer un sûr, ouais. podcast. Donc voilà, moi j'ai commencé un peu mes études entre guillemets techniques déjà dès le lycée, puisque j'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur. Tout ce qui est à la place de la science de la SVT, bah, on fait de la science de l'ingénieur, on fait déjà de la mécanique, on fait déjà de l'électricité, de l'automatisme, ce genre de choses. Suite à ce bac, je me sentais pas prêt à rentrer en prépa classique, mais je voulais et je pouvais en fait aller en école d'ingénieur. Donc j'ai quand même décidé de suivre cette voie-là, mais en partant plus sur la voie des écoles avec prépa intégrée. Donc j'ai visité l'ESTACA, voilà, c'est une école qui m'a plu, je suis rentré à l'ESTACA, j'ai fait mes 5 ans à l'ESTACA en spécialisation aéronautique jusqu'à la quatrième année et ensuite en cinquième année en spécialisation structure des aéronefs. Et donc dans ce parcours, il y avait deux stages à réaliser, deux stages d'ingénieur, un de 4 mois et un de 6 mois. Je n'ai Je pas sens pu le drame réaliser mon stage arriver. Je de... sens le drame arriver. Et voilà, le drame arrive, mais c'est un drame qui a été plutôt bénéfique au final. J'ai pas trouvé mon stage de quatrième année, de 4 mois, donc voilà, je suis allé travailler en intérim entre deux. Voilà, j'ai fait ma cinquième année quand même, et j'ai trouvé mon stage de 6 mois dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, mon stage de fin d'études. C'est là le drame, la crise Covid qui tombe juste au début du stage. J'ai eu la chance quand même de pouvoir réaliser un stage complet, donc a été un peu reporté, mais un stage complet de 6 mois dans cette entreprise. Donc ce stage s'est terminé en décembre 2020. Cette entreprise ne pouvait pas m'embaucher à l'issue de ce stage, mais j'ai profité du fait de n'avoir pas réalisé mon stage de quatrième année. Donc j'ai été ajourné, je ne pouvais pas passer au jury de l'école de cette année-là pour faire un second stage dans cette entreprise. Donc, ça m'a permis de laisser passer la crise Covid. Et donc suite à ce deuxième stage, j'ai été embauché. Donc là, je suis en CDI dans cette entreprise depuis fin août de cette année. Ah, mais du coup, tu cumules quand même un an et demi, si je compte bien, Et d'expérience chez eux. j'ai 1 an et demi d'expérience dans cette entreprise. Ouais, après, tu vois, en tant que recruteur, je te dirais, mais c'est un stage. C'est pas un vrai C'est un métier. stage. C'est C'est un pas un- stage, oui. Non, mais je blague. C'est un Mais stage, bien mais dans sûr. lequel ils m'ont donné des Mais je responsabilités et sais, je tu m'avais pouvais déjà raconté. le poste Pour que raconter j'occupe actuellement. pour nos spectateurs, toi, ce que tu m'avais dit, c'est qu'ils t'ont intégré très rapidement aux équipes, que toi, t'avais quasiment le même poste que tu as aujourd'hui, en fait. Enfin, t'es Ah monté oui, en oui, compétences et complètement. en responsabilité, mais concrètement, t'es au même poste, quoi. Ils t'ont juste pris sous leur aile À peu et ils près les t'ont fait mêmes monter, tâches. quoi. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et ça, c'est bon, c'est une bonne preuve de confiance. Ils me connaissaient déjà depuis 6 mois, mais après 6 mois, c'est relativement court quand même. Euh, Ils m'ont donné un peu de responsabilité. Bon, j'ai vu quand même, une fois que j'étais en CDI, que la masse de travail n'était pas la même euh, Ah, en c'est sûr. CDI qu'en stage. Moi, c'est préservé là-dessus. Mais en tout cas, le bagage y était et l'expérience y était déjà, quoi.
Déjà, c'est bien que tu aies eu cette expérience parce que moi, j'ai connu des stages où en fait, tu bosses plus qu'un vrai ingé. Donc, ça dépend vraiment des entreprises. Il y en a qui prennent vraiment au Euh, sérieux le fait de prendre un stagiaire et qui pensent vraiment que c'est aussi une partie de formation de l'étudiant et pas juste un travailleur moins cher, voilà, de la main-d'œuvre moins chère. ouais. Mais voilà, c'est pareil, les petits aléas de l'industrie. Bon, du coup, alors, on en est où? On en est où dans nos questions? Parce que essaie de suivre un petit peu ce fil. Du coup, ouais, on n'a toujours pas donné une définition du monde de l'ingénierie ni de ce que c'est qu'un ingénieur, mais c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure des invités, on aura peut-être une définition concrète à la fin. Mais en gros, moi, ce que je voulais préciser un petit peu par rapport à ça, c'est que, en gros, voilà comment ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas bien au courant de comment ça fonctionne tout ça. En gros, on a l'industrie. L'industrie, c'est un domaine où on va avoir plein de différents secteurs pour fabriquer différents objets. Chacun de ces objets nécessite une conception, une production, une étude qualité, une distribution aussi, après la partie recyclage, etc. Donc tu as tout le cycle du produit à suivre. En fait, pour ça, tu as des ingés qui gèrent des différentes parties de projet à chaque fois. Donc tu vas avoir des ingés conception, tu vas avoir des ingés CAO, tu vas avoir des ingés pour chacune des tâches techniques et pour chacune des tâches managériales, tu vas avoir un ingé. Donc voilà, donc toi David, tu te situes au niveau de la mise en plan des appareils d'hélicoptères dans l'industrie aéronautique, en gros. C'est ça. Donc il y a une partie mise en plan au niveau conception, comme tu l'as dit. Et il y a aussi une partie mise en plan pour le suivi, en quelque sorte le SAV des hélicoptères, puisqu'on continue quand même à produire des pièces et à produire des choses pour les hélicoptères déjà en service, euh, et pour faire des adaptations aussi sur des hélicoptères déjà fabriqués. Voilà, donc ça, cette question-là, on l'a répondu, c'est parfait. La question maintenant, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta journée type, les process que tu as, tes tâches, etc. En gros, parce que tu en as déjà pas mal Mon parlé, cas, donc je sais pas si oui, c'est c'est ça. redondant. Après, pour mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup d'ingénieurs. Je peux pas vraiment parler de journée type, plus de peut-être de semaine type, parce que d'un jour à l'autre, on sait jamais ce qui va nous tomber dessus quand on arrive le matin, quoi. Parce qu'il y a toute la composante client, et déjà, cette composante client, c'est tout de suite de l'imprévu, toujours. On est jamais prêt. Sinon, sans parler de journée type, au quotidien, donc je fais de la correction de plan, donc ça c'est pour la partie qualité et je fais du suivi des destinataires. J'ai aussi des réunions avec les clients pour pouvoir cerner leurs attentes et à la fin pour vérifier la qualité des livrables et si ça leur convient, quoi. Ok, ça marche. Bon, t'as bien répondu. Ça va, Alors, cette fois on s'est perdu. ça y est, c'est bon. Celle-là, elle est faite. Du coup, il y a un truc que j'ai envie de discuter avec toi. Là, j'ai sorti une vidéo sur l'outil que j'utilise moi en ce moment pour faire de la modélisation 3D parce que je fais aussi de la modélisation 3D en freelance. Bon, j'ai pas ton Ouais. niveau d'expertise pour la mise en plan, mais voilà, on en fait quand même ici. Donc la question maintenant, c'est quoi exactement les compétences techniques et managériales que tu mets en avant? Et du coup, après, avec ces composantes-là, est-ce que tu utilises des logiciels en particulier? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour la partie logicielle, mon avis va être assez maigre, hein, parce que pour l'instant, je suis encore cantonné au logiciel qu'on a utilisé à l'école et que parfois j'utilise dans le monde de l'entreprise et les outils imposés par le client. Euh, donc moi, je travaille principalement avec les outils du client, les outils Airbus, soit sur les bases de données, parce que ça, on s'imagine pas, mais il y a déjà des outils particuliers pour stocker tout ce qui est plan 2D, 3D. On ne travaille pas en local, c'est pas notre petit plan drawing, le fichier drawing qu'on met sous Katia et puis une fois on l'envoie, quoi. Bah, moi, je fais ça, je comprends pas. Oui, oui, toi, tu fais ça, mais nous, à notre niveau, comme on est au sein d'une grosse masse de choses, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, il y a tout ces bases de données, voilà. Et sinon, mon outil principal, c'est Katia d'Asso Systèmes et Word et Excel. Word et Excel, c'est les choses. L'ingénieur travaille sur Word et sur Excel. Beaucoup. Et PowerPoint, et PowerPoint. Et N'oublie pas. PowerPoint, oui, bien sûr. Parce que ça, c'est quand même 60% du taf, c'est faire des présos, hein, Ah quand oui, même. Du coup, ouais, Excel, mais pourquoi faire? Pour faire des calculs ou pour tu utilises ça pour faire de la base de données? beaucoup de bases de données, hein. Aïe, Beaucoup aïe, de bases de aïe. données, Et, filtres. et Access alors? Et Access, je ne connais pas ce logiciel. Access, c'est le logiciel de Windows dans la suite Office pour faire de la base de données. Parce que souvent, les gens, ils utilisent Excel pour faire de la base de données. Il faut savoir que c'est pas un logiciel qui est fait pour. C'est un tableur en fait. Et les tableurs, c'est pas fait pour faire de la base de données normalement. Tu peux en faire, mais c'est pas optimisé Non, pour. frère.
Et Access, c'est justement un logiciel dédié à la base de données, hein. Du coup, Ouais. ouais, donc tu utilises Katia, ok. Est-ce que tu utilises SolidWorks? Pas du tout. Ok, Je n'ai pas fait SolidWorks depuis la deuxième année d'école. Donc, ok. Du coup, par rapport aux compétences clés, parce qu'en fait, je t'ai posé 3 questions en une, donc du coup, tu as répondu à la oui, dernière. Excuse-moi, j'ai répondu à la dernière, j'ai pas répondu aux premières. Les compétences, moi, en tout cas dans mon domaine, c'est beaucoup de rigueur. La mise en plan, c'est très rigoureux. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Déjà, d'une manière générale, en aéronautique, il y a énormément de règles. Et en mise en plan, il y a un formalisme avec un nombre de règles en fonction de ce qu'on met en plan, en fait, à respecter. Est-ce que tu dois les Donc, connaître par cœur? alors non, on a beaucoup d'aide. Il faut savoir retrouver l'information. Ok. Ça, c'est les choses. Il faut savoir retrouver l'information et des fois, c'est pas toujours évident. Mais non, non, faut pas les connaître par cœur, hein. On les apprend au fur et à mesure, hein, de toute Et façon, en les c'est quoi? C'est un utilisant, hein. système de normes? Ça porte un nom? Oui, des normes surtout, ouais. Est-ce que tu as Surtout des des normes. normes là à nous donner ou pas? Tu les connais de tête? T'as le droit de Ah, répondre non, hein. il y en a tellement que ce seraient des noms qui ne parleraient pas en Parce que tu plus, mais sais, c'est dans beaucoup le. normes européennes. De normes européennes en aéronautique, il y a quelques normes de la FAA aussi, et des normes constructeurs pour l'approvisionnement des matériaux, quoi. Et Ok. ensuite, il y a la partie norme et il y a la partie formalisme. Donc ça, c'est les préférences clients, où le client, il veut que le plan soit fait de telle manière, que tout soit en majuscule, que l'anglais soit en italique, que si ta planche fait un format A0, ton titre, il fait telle taille, ton machin, il fait telle taille. C'est Ok. beaucoup de. Il y a beaucoup de formalisme. Ouais. Mais bon, Avant le technique, il y a le formalisme. ouais, mais ça c'est toujours, hein. Moi c'est un peu aussi ça qui m'a fait un peu mal en automobile, c'est que t'as beaucoup de normes. Bon, moins en aéronautique, je le sais bien, mais on fonctionnait avec beaucoup de normes, etc. Moi c'est pas un truc qui me fait beaucoup plaisir tout ça. Je sais que c'est nécessaire parce que c'est un outil qui est fondamental si on veut tous travailler ensemble en harmonie, mais des fois c'est un peu lourd, voilà. Mais ça n'est que mon avis perso. Du coup, revenons un petit peu à nos moutons. Donc du coup, tu m'as dit Katia, donc tu utilises ça. Comment on s'en sert grosso modo? Est-ce Là, que tu as été formé par l'école, tu as été formé par ton entreprise? Est-ce que tu fais des formations en annexe? Est-ce que tu trouves des tutos? l'école m'a introduit au sujet, on va dire, enfin, au logiciel, très peu, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément vocation à dessiner, nous, à l'utiliser, plus à faire de la consultation et des choses comme ça, en tout cas moi, dans mon secteur, même si je fais du dessin moi-même, je produis parfois des plans. Donc assez maigre côté école, et côté entreprise, par contre, c'est là vraiment ça me met dans le bain. Et je ne suis pas de tuto ou de formation. Mon meilleur tutoriel, c'est mon voisin, le dessinateur avec D'accord. lequel je travaille. Ok, ça c'est Et bien ça. ça, c'est très très important quand on est ingénieur, c'est toute la partie technique, la spécialisation technique. Faut pas du tout sous-estimer les gens avec qui on travaille. Et surtout, malheureusement, ce qui est le cas de certains ingénieurs que j'ai pu croiser, sous-estimer les techniciens, les gens qui sont que techniciens et qui travaillent à nos côtés et qui ont tellement de choses à nous apporter. Clairement. Mais moi, Donc je c'est suis ceux pas qui m'ont le plus tutoriel, appris, hein. Moi, dans mon mais parcours, après c'est ceux qui m'ont le plus appris. toujours, hein. Moi, justement, je regrette. Je m'attendais, quand je suis rentré dans le monde de l'ingénierie, à trouver justement des vieux ingés, tu sais, des vieux baroudeurs qui avaient tout le savoir et qui étaient là, qui te prennent sous ton aile et qui commencent à être ton mentor, quoi, et qui t'apprennent des trucs à l'ancienne, tu vois. Et en fait, j'étais déçu parce que bien que le monde de l'entreprise ce soit assez vieillissant, parce que la moyenne d'âge est autour de 40-50 ans quand tu rentres en entreprise, tu sais, souvent t'es le seul Ouais. jeune. J'ai pas été accompagné tant que ça en fait, et je pense que je suis pas un cas isolé. Je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui se perd. Parce qu'en fait, on privilégie le management, on privilégie le service, etc. Donc l'ingénieur technique, tu vas pas forcément le trouver comme ça. Et même quand tu le trouves comme ça, le mec, il croule tellement sous le taf que c'est assez rare Mm. qu'il ait le temps de te montrer un truc. Donc c'est là où tu vas avoir les techniciens qui vont être un peu plus nombreux en général et qui vont pouvoir te montrer des trucs vachement intéressants. Moi, c'est ça que j'ai un peu regretté, c'est de pas avoir eu plus cet échange-là avec d'autres ingés, d'autres pairs, d'autres savoir-faire entre ingés, quoi. Je regrette un petit peu ce truc-là. J'ai eu la chance aussi d'être dans un bureau d'études vachement jeune, justement, contrairement à ce que toi, à tes expériences. Je suis dans une société de sous-traitance qui a un bureau d'études qui n'est pas chez le client, qui est directement dans l'agence. Ça fait la diff direct parce que tu es dans une Ah petite oui, ça fait complètement la structure et tu es différence. indépendant de ton client puisque tu as ton propre style, Oui, t'es pas chez lui, quoi. c'est ça. Et on est 40 personnes avec une moyenne d'âge à 25-26 ans.
où les gens sont pas encore, entre guillemets, blasés du travail et tout ça. Ça fait que quelques années, ça fait 3-4 ans qu'ils travaillent. Ils ont appris beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses encore à apprendre, mais ils ont beaucoup de choses à transmettre en tout cas déjà. Et, euh, et c'est une atmosphère très, très zen de travailler parce que les gens sont très disponibles et que même si derrière ils t'expliquent un truc pendant 1 heure et ils quitteront 1 heure plus tard ou ils iront peut-être en retard, ils t'expliqueront le truc, ils prendront le temps et ensuite ils assumeront les conséquences derrière. Et en tout cas, c'est peut-être pas un cas général, mais moi ça s'applique là où je travaille et je souhaite à tout le monde de trouver un environnement de travail comme le mien. Ouais, ça donne envie en tout cas. Je pense que c'est bien aussi, enfin quand c'est un melting pot, que t'as pas genre juste que des jeunes ou que juste que des vieux, etc., que Ah, c'est un bien sûr. brassage. Mais bon, voilà. Après, ça, on choisit pas forcément avec qui on travaille toujours. Les ingénieurs sont pas forcément toujours en prise de décision de la création des équipes et de comment on les conçoit. Par rapport à Katia, je voulais revenir un peu là-dessus, juste vite fait. Est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte une licence? Pas du tout. Ok. Après, ça veut dire, ça veut rien dire. Nous, je sais qu'on travaille des licences qui sont très chères. Ça dépend ce que tu veux faire. Le logiciel de base peut être relativement accessible. Le logiciel est complet avec tous les ateliers. On fonctionne en module, en fait, beaucoup. Katia, encore plus que SolidWorks. Avec tous les modules, ça coûte un bras, quoi. Donc, c'est pas forcément. Ce qui est dommage avec cet outil, parce que c'est quand même un bel outil. Alors, j'ai pas forcément connaissance de. En tout cas, de nom, oui, je connais des alternatives, mais j'ai jamais travaillé dessus. Je dirais que Katia, c'est un bel outil, mais qui est un peu élitiste en tout cas, et qui sert pour les grosses boîtes qui ont du budget, quoi. Bah, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que ça recoupe bien avec ce que je disais dans la vidéo où je présente. En fait, j'ai fait une vidéo où je comparais FreeCAD avec Katia parce que moi j'utilise FreeCAD et justement je voulais te demander un petit peu qu'est-ce que tu conseillerais pour un freelance ou une petite entreprise qui se lance pour faire de la modélisation 3D. Est-ce que tu conseillerais directement Katia ou est-ce que tu as eu l'occasion de tester d'autres logiciels? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou vraiment tu es resté cantonné à Katia et t'as pas d'infos là-dessus? Alors, j'ai pas. Mon expérience, elle se résume vraiment à SolidWorks et Katia. SolidWorks à l'école, un peu dans les premières années et au lycée, et ensuite Katia sur les dernières années et en entreprise. Je peux parler de SolidWorks Katia. SolidWorks c'est plus accessible, j'ai envie de dire, bon, déjà au niveau prix, Ouais. mais même au niveau interface, est plus accessible, mais moins ergonomique. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement trouver les outils, mais c'est un peu plus compliqué de naviguer. Katia, il faut chercher, on n'a rien sous les yeux. Faut connaître l'outil pour pouvoir l'exploiter. Par contre, une fois qu'on sait le bouger, c'est un régal. Euh, mais il est difficile à prendre en main, je trouve. Ok. Et question alternative, non, je suis désolé, je peux pas t'aider du tout là-dessus. Ok, bah c'est pas grave parce qu'on en parle un peu dans la dernière vidéo, donc allez voir la vidéo d'avant et voilà, vous aurez peut-être un petit peu d'infos là-dessus. Et d'autres vidéos sont à venir sur FreeCAD, donc on représentera encore des alternatives, bien que Katia soit un très bel outil. Donc ça, on a fait la partie sur ton métier. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. C'est assez philosophique. Ça va être plutôt sur est-ce que tu as remarqué un changement sur le monde du travail et de l'ingénierie depuis que tu as commencé tes études et ou depuis que tu as commencé ta carrière? Déjà dans un premier temps, première question. Alors, depuis 3 mois, franchement, j'ai pas vu beaucoup de changements. Arrête! Ayant commencé à travailler en août de cette année, en mois de décembre, j'ai pas vu beaucoup de changements dans le monde de l'ingénierie. Franchement, puis même entre mes études, parce qu'en fait, quand tu es dans les études, tu es tellement pas en phase avec l'ingénierie, tu es tellement optimiste, c'est une utopie pour un peu dans ta tête, Ah, l'entreprise et l'ingénierie, je trouve. carrément. Et du coup, je peux pas forcément te parler d'évolution parce que mon avis sur l'entreprise, sur l'ingénierie, euh, n'était pas forcément. Bon, je Bah, ne veux t'as pas dire donné. que aujourd'hui j'ai un avis qui est bon, mais en tout cas, il y a tellement une marche entre l'école et l'entreprise que je peux pas te parler d'évolution parce que mon avis il est biaisé complètement, quoi. Bah si, mais Mon point de justement, vue. moi c'est ton avis que je veux, c'est pas c'est une vérité vraie. Toi, ton impression, hein, et tu t'as déjà donné un élément de réponse, et justement, c'est pour ça qu'on en parle. C'est-à-dire, tu l'as dit, il y a il y a un décalage entre ce qu'on te dit à l'école, la vision qu'on a de l'ingénierie et du monde de l'entreprise qui est génial, plein de paillettes, etc., où on va faire vraiment un taf super intéressant, et finalement le monde de l'entreprise où c'est complètement différent de ce pour quoi on nous a préparé. Pour ma part, j'ai senti une vraie désillusion. Quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise, ça m'a vraiment fait mal. Mauvaise surprise, très mauvaise surprise. Et en fait, je voudrais savoir, et c'est pour ça, c'est l'origine de ce podcast aussi, c'est
pouvoir expliquer aux gens aussi qui vont se lancer dans l'ingénierie. C'est un très beau métier, même en industrie, hein, mais juste, il y a une différence entre ce qu'on te vend et ce que tu fais vraiment. Et en fait, je voudrais savoir pourquoi cette différence, elle existe et comment est-ce qu'on peut changer ça. Alors, déjà, j'aimerais balancer un peu, enfin, revenir un peu sur ce que tu as dit, parce que tu as beaucoup parlé de ce qu'on nous vend. Et c'est l'école, entre guillemets, hein. Enfin, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est l'école qui nous manipule à nous dire c'est bien, Oh c'est tout là, beau, c'est parfait. oui, mais les entreprises aussi. En On a des caricaturant, forums, on a les recruteurs, on a tout. caricaturant. Mais ça, on en parlera du recrutement Oui, aussi bien après. sûr, bien sûr. Mais faut quand même se dire que il n'y a pas que ça. Il y a aussi forcément, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on l'idéalise. Bien sûr, tout à fait, ouais. Ouais, il n'y a pas que le côté école. Je sais pas trop. Le côté, le parcours que j'ai pas suivi, moi, que j'aurais aimé suivre et qui m'aurait raccroché un peu plus à l'ingénierie, c'est le parcours de l'alternance, où c'est beaucoup plus raccord Clairement. avec le monde de l'entreprise. C'est des choses que notre école met en place, hein, progressivement. Mais déjà, ça permet, je pense, de nous avoir une meilleure idée en tant qu'étudiants sur ce qui se fait vraiment. Ensuite, au niveau des améliorations à apporter, je suis pas un révolutionnaire, hein, tu vois, donc. Euh, voilà, changer le système. Moi, je fais ma petite place dans le système et ensuite, je vais bosser. C'est un métier, certes, passion. Je pense qu'on l'abordera après. C'est un métier, certes, passion qui me passionne. Je fais mon truc, je fais ce qu'on me demande. Je vais pas révolutionner l'aéronautique et après, je mets de ma vie à côté. Donc, c'est pas moi qui vais t'apporter de grandes réponses aux grands changements à effectuer, en tout cas, D'accord, dans mais le milieu de ok. Bon, j'insiste pas plus sur cette question. Moi, tu me connais, je suis plus révolutionnaire sur ce côté-là, parce que Eh oui, y a des petits trucs qui m'ont dérangé un petit peu, et je pense qu'on gagnerait à améliorer notre communication là-dessus. Alors effectivement, on est responsable aussi de ses propres illusions et de la propre idéalisation de l'ingénierie qu'on a eue quand on était étudiant, mais pas que. En fait, je pense qu'il y a aussi tout un jeu au niveau de l'école et des écoles et des professionnels des industries qui viennent pour faire des forums ou qui viennent pour faire du recrutement, où il y a, enfin on le sait maintenant, il y a une grosse différence quand tu vois une fiche de poste et ce que tu fais vraiment après, même après les études. Il y a toujours un décalage au niveau du recruteur quand les mecs essaient de te vendre une marque employeur comparé à vraiment ce que l'entreprise te fournit. Mais ça, je ferai des c'est tutos presque dessus. une proposition, c'est presque une publicité. Enfin, c'est un message commercial qu'ils te vendent pour que tu ailles bosser chez eux. Et Bien sûr. toi, c'est un terme que j'aime bien. Ils mentent pas, mais ils déforment un peu la vérité à leur avantage. Tu vois. Bah, clairement, mais parce qu'en fait aujourd'hui il y a un gros problème au niveau du recrutement entre le nombre de postes disponibles, le nombre de demandeurs d'emploi, ce que les gens veulent vraiment, ce qu'ils peuvent vraiment faire avec leur diplôme, ce que les recruteurs veulent, etc. En fait, c'est une équation à plusieurs variables qui est pas, qu'on traite toujours avec la même technique un peu archaïque depuis toujours. Le CV, les entretiens, etc. Ça ne marche pas. En fait, c'est pas suffisant. Ils rajoutent juste des couches intermédiaires. Maintenant, moi la dernière fois j'ai passé 5 entretiens pour la même entreprise. C'est incroyable de passer autant d'entretiens Ouais, c'est pour pouvoir super, savoir hein. si tu vas. Et pareil, énormément de problèmes au niveau du recrutement, mais ça je ferai un épisode dédié là-dessus. Il y a des sujets super intéressants sur LinkedIn avec des mecs qui s'en occupent. Je pense notamment à Typical et d'autres plateformes qui existent comme ça qui sont en train de se développer. J'en reparlerai sûrement dans un autre podcast. Bon, J'ai du beaucoup coup, de podcasts à préparer là, ah hein. mais là, il y en a une liste, hein, il y en a une pelletée, hein, moi je te le dis. Du coup, je crois que le café où je suis en ce moment va bientôt me chasser, donc j'essaye de faire vite. Comment est-ce que tu vois, toi, le monde de l'ingénierie et l'évolution du monde de l'ingénierie et de l'industrie dans les 10 prochaines années? Sachant qu'aujourd'hui, on est en pleine crise climatique, que les ressources, ça craint un peu, et niveau politique, pareil, ça craint. Et géopolitique aussi, est-ce que tu crois que ça va avoir un impact sur l'industrie, sur l'ingénierie, sur ton taf? Est-ce que tu penses qu'on va vendre plus d'hélicoptères? Est-ce que tu penses que l'ingénierie va changer complètement de façon de faire? Voilà, est-ce que tu as un avis sur ça? Déjà, un changement en 10 ans dans l'ingénierie, c'est. En fait, l'industrie, c'est un milieu qui a tellement d'inertie qu'en 10 ans, honnêtement, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va changer. En tout cas, dans la manière de concevoir même des appareils, pour notre cas, qui sont conçus. Hein, parce que je te l'ai dit, on travaille encore sur des appareils. Alors, il y a des nouveaux concepts qui sortent tout le temps, de nouveaux appareils. Mais aujourd'hui, on travaille encore sur des appareils qui ont été conçus dans les années 80 et qui ne sont pas prêts pour s'arrêter d'être produits. Donc 10 ans, ça fait court quand même. Après, sur la partie politique, géopolitique, oui, des hélicoptères, ça,
on aura toujours, hein, la crise Covid au niveau hélicoptère, ça a pas changé grand-chose parce que c'était beaucoup d'entreprises publiques. On travaillait beaucoup avec du public, que ce soit du militaire ou alors de la sécurité civile ou la gendarmerie ou des choses comme ça, des gardes-côtes. C'est surtout ces secteurs-là qui ont besoin de ce type de machine. Question électrique, donc question environnement, beaucoup parlent des questions électriques sur l'hélicoptère. Alors ça, c'est vraiment purement mon avis, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et on parle au niveau de l'avion, en tout cas dans le secteur aéronautique, qui a peut-être un avenir limité parce qu'il y a beaucoup de substituts. Voilà, tu vas juste moins vite, mais tu peux prendre le train, ton trajet durera 4 heures au lieu de durer 1 heure et demie, mais tu peux prendre le train. Pour l'hélicoptère, c'est différent parce que il y a la question d'accessibilité. Tu Carrément, ouais. peux pas, pour l'instant, il n'y a pas de vrai substitut à l'hélicoptère pour aller, par exemple, dans une montagneuse ou alors pour faire du secours en mer. Euh, quand la mer a été montée, Mais c'est pas après, forcément avec ton petit bateau. l'hélicoptère, c'est quand même un moyen de transport super atypique dans le sens où c'est pas un moyen de transport mainstream pour tout le monde. En fait, souvent, c'est un moyen de transport hyper technique pour des situations, Ah comme tu as oui, dit, ça a des d'accessibilité. missions dédiées, oui, oui, bien sûr. Pour moi, l'industrie, enfin le monde de l'hélico en tout cas, en 10 ans, va pas se prendre une grosse claque, peut-être de nouveaux systèmes de propulsion, éventuellement, ce genre de choses, histoire d'essayer d'être un peu plus propre. Pour moi, pas de changement majeur dans la prochaine décennie. Ok, bah merci pour ça. On enchaîne un petit peu maintenant avec la vie perso d'un ingé. Alors, je sais, la transition était pas ouf, mais c'est pas grave. La question maintenant, c'est de ce que je sais du monde de l'ingénierie, de ce qu'on a discuté déjà aussi auparavant, c'est que c'est quand même des volumes horaires de travail qui sont assez conséquents. C'est un métier où on compte pas ses heures parce que bah, on n'est pas payé à l'heure, tout simplement. On est statut cadre, donc voilà, on bosse jusqu'à ce que le projet soit terminé. S'il faut rester plus tard, on reste plus tard, etc. On appelle ça souvent un métier de passion. La question c'est est-ce que le volume horaire est nécessaire, le volume horaire que la plupart des ingénieurs aujourd'hui fournissent est nécessaire par rapport au projet, à l'avancée du projet réel, par rapport à l'avancée de l'entreprise et par rapport aussi juste aux besoins physiologiques et personnels de l'ingénieur. Alors, sur ce côté volume horaire, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Pourquoi on fait autant d'heures? Parce que il y a cette contrainte client et rapidité et qu'il faut que ce soit livré pour avant-hier, quand il y a une commande. Et il y a aussi une contrainte personnelle, en fait. C'est un métier de passion, comme tu l'as dit. Si je me lève le matin pour faire une journée de 10 heures, il faut que la passion, elle soit là, bien sûr, et elle est là. Et du coup, avec cette passion, il y a une contrainte personnelle qu'on se met parce que on a envie de faire le boulot, on a envie de le faire bien, on a envie d'aller au bout, de pas partir tant que avec un boulot inachevé et fait par-dessus la jambe, quoi. Donc voilà, il y a cette contrainte-là qu'on se met, nous. Ensuite, il y a la contrainte des délais qui nous est imposée effectivement par l'entreprise. En tant qu'ingénieur, il faut savoir se défendre. Parce que bon, faut tomber dans la bonne entreprise aussi et pas oublier nous-mêmes que on est certes cadre, mais on n'est pas des machines. Moi, c'est mon cas. Je commence un peu à montrer les dents, à essayer de dire bah voilà, non là c'est trop. Faut que j'ai ma vie à côté et c'est important d'avoir sa vie à côté parce que l'important c'est de pas craquer au bout de 50 boîtes ou alors carrément d'aller faire autre chose. Mais il faut savoir poser des limites. Il faut savoir poser des limites et pour en revenir à ta question, du coup, ce volume horaire, il est pas nécessaire, il est pas imposé, mais c'est tellement facile de le faire qu'on le fait tous, quoi. Ouais, il y a un Parce piège un qu'on peu. aime ce qu'on fait, parce Ouais. qu'on a des contraintes derrière. C'est un peu piégeux, ouais, c'est tout à fait ça. C'est pas, voilà, comme tu dis, c'est encore une fois, c'est une équation à plusieurs variables. C'est pas uniquement la faute de l'entreprise, le grand méchant, ou la faute de l'ingénieur qui passe trop de temps, ou etc. En fait, c'est pas la faute d'une personne, c'est un, comme tu as dit, en gros, si je résume un petit peu ce que tu as dit, c'est juste un enchaînement de choses qui font que bah, on va être à fond dans le projet. Il y a des besoins aussi, il y a une pression au niveau des clients, il y a une pression au niveau du projet. Donc on est là, on sait qu'il y a des choses à faire. Bien sûr, l'entreprise, elle va nous valoriser si, enfin en tout cas, elle va pas nous empêcher de travailler plus. Donc voilà, et assez rapidement, Ça, effectivement, c'est sûr. tu t'oublies quoi. Du coup, à part être ingénieur, est-ce que tu as d'autres passions? Parce que on parlait de métier de passion, mais on n'est pas seulement des ingénieurs. Moi, avant de te poser la question de passion, c'est est-ce que tu peux m'expliquer pour toi ce que tu penses ce que c'est que le stéréotype d'un ingé? Comment tu penses que les gens voient ce que c'est qu'un ingé? C'est quoi le cliché de l'ingé, quoi? Le cliché de l'ingé, je sais pas, je l'ai pas trop. Je sais que, enfin, je pourrais pas te sortir un cliché comme ça. Pour Je moi, sais c'est gros juste geek la réaction des gens quand j'en parle, des gens qui font pas partie de l'ingénierie, tout ça. C'est toujours, je suis ingénieur et c'est les grands yeux écarquillés, genre waouh, t'es ingénieur, quoi. Ah, il y a ça Et, aussi, ouais. Il y a ça aussi. et je trouve que c'est vraiment,
personnellement, je trouve ça surcoté. Entre ce que les gens s'imaginent que c'est qu'un ingénieur et vraiment la réalité. Voilà, on est vraiment mis sur un piédestal en fait en tant qu'ingénieur. Bah, Et moi, c'est un peu une image que je n'aime pas, tu vois. Parce que autant sur le côté hiérarchique que le côté études, c'est quelque chose auquel je me confronte beaucoup dans ce que je fais. C'est ce côté études en fait. Entre t'es un tech, t'as fait un BTS, t'es un ingénieur, il y en a un qui vaut mieux que l'autre, tu vois. Et souvent, c'est l'ingénieur dans parce la que tête des gens. on est Alors, dans un pays académique, et du coup, on ouais. valorise énormément les parcours d'études. Quelqu'un qui a un diplôme, il est forcément meilleur qu'un quelqu'un qui a pas de diplôme. Et ça, on commence à le démontrer. On commence à démontrer que c'est complètement faux en fait. Aujourd'hui, t'as des formations en ligne en mode autodidacte qui sont pas forcément diplômantes. Tu as des moyens aujourd'hui d'apprendre partout avec Internet. En fait, ça, c'est en train de vraiment de se transformer. Moi, j'apprends énormément de trucs sur YouTube. Je suis autodidacte, j'apprends énormément de trucs sur YouTube. Et Mm. c'est pas à l'école, c'est pas le diplôme qui m'ont appris ça, même si j'ai appris beaucoup avec. Hein. Et je vois des mecs qui ont pas de diplôme et qui me poutrent en programmation. Et Ah ouais, 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 mais du coup, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour revenir sur le côté ingé, le cliché du métier waouh, etc., je pense que c'était le cas plus. Enfin, c'est toujours le cas pour les gens qui sont pas dans le monde de l'ingénierie, mais parce que l'ingénieur, enfin, c'était un des métiers super importants et valorisés avant, en fait. Et petit à petit, j'ai l'impression que ce métier se dégrade. D'où ma question, c'est quoi la prochaine étape pour l'ingénierie dans les 10 prochaines années? Parce que j'ai l'impression qu'on dévalorise aussi pas mal, enfin, l'industrie dévalorise de plus en plus ce métier. Soit on transforme l'ingénieur en technicien plus plus, soit ouais. on transforme l'ingénieur en manager. Il n'y a plus le vrai ingénieur qui est entre les deux et qui sait faire tout. Ça pour aller rapidement. Et ce qui me fait rire aussi dans ce cliché-là, c'est que apparemment les ingénieurs seraient super bien payés. Encore une fois, ça dépend de où et ça dépend aussi du début de carrière. Moi, j'ai l'impression, surtout avec le Covid, qu'il y a eu les salaires s'écroulent quoi. Vraiment, il y a eu un début de ça. Les sociétés de conseil en profitent à mort. Voilà, ça nous fait une transition pour le recrutement. Société de conseil ou Ouais. pas société de conseil, bon, voilà. Une transition sans même avoir parlé du côté personnel. Mais je vais y revenir. T'inquiète Ouais, pas, ouais, je parce l'ai en que tête. non, je veux t'en parler, parce que c'est quelque chose c'est une question qui est très importante pour moi, ça, le côté vie personnelle. Mais on peut y revenir ou on peut en Vas-y, parler vas-y, maintenant, parce que non, non, vas-y, on l'a fait maintenant parce que. allez, on y va. Allez, on y va. On Allez, y va. du coup, ta passion, du Ouais, coup. ouais, c'est- c'est une question qui est très importante parce qu'on a parlé du métier passion dans Ouais. lequel on a envie de s'investir, sauf que c'est un travail aussi. Et ce n'est qu'un travail. Et c'est pas forcément ça. Et je le vois entre une semaine qui est plus légère ou une semaine où je fais 50 heures. Tu vois que même le week-end derrière, donc la vie purement personnelle, elle est carrément impactée, que ce soit avec ma copine avec qui je vis. Le week-end, il se passe pas de la même manière entre si j'ai fait une semaine léger ou si j'ai fait une grosse semaine, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des choses à vivre en extérieur. Moi, je vais tous les samedis matins avant de commencer mon week-end. Je vais répéter pendant 3 heures parce que je joue de la musique, je suis chanteur dans un groupe de rock et guitariste. Et je vais me vider la tête et je vais chanter pendant 3 heures avec des potes, quoi. Et tu Et ça, je l'ai m'autorises à fait mettre un déjà, je le extrait. faisais déjà à l'école. Tu m'autorises à mettre un extrait parce que je crois que je vais avoir un extrait de toi en train de jouer à Laval il y a 2 ans là sur mon Oh là portable. là. Est-ce que t'es chaud ou pas? Je mets un tout petit extrait un extrait de 3 secondes dans le podcast juste pour que Ouais, les gens si voient un tu petit peu. veux. Vas-y, on fera ça. C'est quelque chose que je faisais du coup déjà effectivement pendant mes études et qui m'a beaucoup aidé en fait à aller jusqu'au bout des études, hein, psychologiquement, parce qu'il y a forcément il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, il y a des moments qui sont géniaux et des moments plus compliqués et je pense vraiment que ça va m'aider aussi dans ma carrière à d'avoir une porte de sortie, un défouloir, de se dire qu'on sait faire autre chose que de l'ingénierie, quoi. Carrément. Mais je pense que ça, ce sera l'occasion de faire encore un autre podcast, mais un podcast sur la santé mentale en ingénierie, en fait, parce que c'est un métier qui est assez prenant, qui fait partie, enfin, c'est un mode de vie carrément, je trouve. En fait, on parle pas assez de la santé mentale au travail, surtout dans ce genre de secteur, d'où l'utilité d'avoir une passion ou d'avoir ce genre de choses pour pouvoir aussi avoir un équilibre personnel. Ça, Ouais, franchement, et complètement, hein. j'aimerais bien qu'on devrait avoir en invité pour parler de ça, qu'on parle un peu plus de la musique, parce que là, en fait, on rush parce que je suis dans un café toujours et là ça va fermer. Avec plaisir. Assez rapidement, je voudrais rebondir sur un dernier truc avant de te laisser la parole pour le mot de la fin. Je voudrais que tu me décrives en un mot ce que c'est qu'un bon recruteur et ce que c'est qu'un bon manager. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le Un plus gros mot? problème, je trouve, de l'ingénieur. En une phrase, quoi, en une Euh, phrase. Les qualités que tu espères voir dans un recruteur ou dans un manager et que tu vois pas assez. Alors, pour moi, dans un recruteur, les qualités que j'aurais aimé voir, c'est moins de juger sur l'aspect formel et en entretien.
genre sur l'image, mais un peu plus sur ton potentiel. Enfin, moins sur ton CV en fait. Pour moi, le CV en entretien, ça devrait pas être un outil qui devrait être présent. C'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir un bagage, mais il devrait être un peu plus discret et être plus axé sur la personne et sa manière de réfléchir et oui, surtout sa manière de réfléchir en fait et de s'adapter que son CV, ses qualifications. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le juger. En fait, je pense qu'un candidat, c'est un investissement en fait, pour l'entreprise. Ah ouais, bien sûr. Tu récupères pas un gars en te disant ah, il sait tout faire, il est prêt à l'emploi en fait. C'est pas du prêt-à-porter. Quand tu prends un candidat, un employé avec toi, tu as aussi à le former, tu t'investis aussi, tu vois son potentiel. En fait, il faut vraiment, ce que j'aimerais voir dans un recruteur, c'est voir comme un agent sportif. Il vient, il recrute un jeune sportif prometteur et il le fait monter en compétence, il le met au sommet, quoi. Ça, en fait, il y a Ouais, pas bien assez, sûr. je trouve que c'est pas assez focus sur l'investissement et sur la valorisation du candidat en tant que création d'un potentiel. Question manager, c'est compliqué, mais parce que faisant une petite partie managériale, il y a des contraintes derrière qui sont assez fortes, quoi. Ou en tout cas, ce que j'essaie d'appliquer, c'est de pas oublier que derrière, il y a une personne, quoi. Qu'il y a une personne, que les objectifs entreprise, c'est important, c'est bien, sauf que c'est toujours une personne qui bosse en face de toi. Ok, bon, bah, sur ce, je vais te laisser le mot de la fin. Pour le mot de la fin, tu nous conseilles un truc, ça peut être une œuvre, un logiciel, un outil, ce que tu veux, un truc qui t'a vraiment plu cette année ou ce dernier mois et que tu as envie de conseiller aux gens. Je peux te dire un album de Deep Purple, par exemple, Vas-y, tu peux, vas-y. Le mot de la On va fin, garder l'album Deep Purple. Merci beaucoup David pour voilà, tout ça. On se retrouve bientôt pour deux prochains podcasts, j'espère bien. Et puis sur avec ce, plaisir. portez-vous bien. Merci David encore. À très Merci. bientôt. Au revoir À à tous. bientôt. Salut.